Mustapha, c'est pour Oh, commencer. oui, ça y est, c'est parti. C'est parti, mon cher Abderrahman. Nous sommes en direct. C'est un live Facebook. On vient de terminer une rencontre avec l'Arbi Ben Boudaoud. Il nous a parlé beaucoup de la culture kabyle, des valeurs familiales kabyles et ce qu'elles ont fait de lui un homme accompli dans une double citoyenneté française et amazigh kabyle, et puis une superbe réussite sociale et sportive, puisque il est l'entraîneur en chef des équipes de France féminines de judo, et longuement il a parlé des Kabyles. Là, on va parler d'une autre composante de ce peuple amazigh, de ce peuple berbère. On va parler des Rifains des Pays-Bas. Les Pays-Bas, c'est ce qu'on appelle communément la Hollande. Il vit dans ce pays une importante communauté originaire d'Afrique du Nord et plus particulièrement du Rif, ce qu'on appelle les Rifains, les Amazirs du Rif. Et notre invité de ce soir, c'est Abderrahman El Aissati. Lui-même, il est originaire du Rif, d'un village qui se situe entre El Hoceima et Nador. Il vit en Hollande, aux Pays-Bas, depuis une trentaine d'années. Il est universitaire chercheur, donc il a beaucoup travaillé sur la question amazigh et notamment le domaine rifin. Et par ailleurs, il a un engagement associatif important depuis 30 ans. Il est actif au sein d'associations et de ce fait, il est un regard de chercheur, d'universitaire, mais également c'est un acteur et cela est important du point de vue de la connaissance de ce monde amazigh. Et la question qu'on lui a soumise, c'est de nous parler de ces Amazirs, de ces Rifains de Hollande, comment vivent-ils leur identité et comment expriment-ils leur culture et leur citoyenneté. Voilà, c'est un sujet très, très vaste, très complexe. Euh, donc, Effectivement. voilà, on te donne le temps nécessaire pour que tu nous donnes un éclairage sur quand même cette communauté que nous connaissons très mal ici en France. Et je rappelle que cette conférence est organisée dans la programmation de l'Université d'été à Mazir, qui est diffusée en numérique. Merci Abdelrahman d'avoir accepté notre invitation. Tu as la parole et je crois que tu te trouves actuellement à Amsterdam. Effectivement, oui, Amsterdam. Bonsoir, Mustapha et toute l'équipe de l'Université d'été à Mazir. Je vous remercie tout d'abord pour cet effort énorme, parce que pour moi, l'Université ouverte, c'était la seule que je connaissais à Mazir, c'était l'Université ouverte d'Agadir. Je n'y ai jamais participé, mais je l'ai toujours trouvé infiniment intéressante. Donc maintenant, avec comment ça se dit, avec l'Internet et avec les moyens de communication modernes, on a cet outil que vous avez su utiliser. Je crois qu'il y aura des gens, j'espère, j'en suis presque sûr, qu'il y aura plein de gens qui s'intéressent à la question, qui vont suivre cette conférence modeste. Et après, je crois, pour avertir les auditeurs, comment on va les appeler, les téléspectateurs, les followers, je ne sais pas, les termes sont nombreux maintenant. Je ne vais pas prendre plus de 50 minutes, parce que là, on risque, si ça va prendre plus de 50 minutes, ce sera trop long. Comme tu as dit, j'ose dire que j'ai suffisamment d'expérience avec le cas des Rifains ou du Rif ou de Tarifit ici aux Pays-Bas. Je m'y trouve depuis 1991, donc bientôt 30 ans. J'ai travaillé à l'université de Tilburg et Utrecht jusqu'à 2016. Depuis ce temps-là, je travaille à titre personnel. Parfois, je donne des cours privés de la Mazir, du Rifin, par Internet. Et l'autre activité, c'est on forme des traducteurs, comment on dit, traducteurs assermentés?
les traducteurs, muhallaf, c'est ça? En tarifit, qui traduisent du rifin au néerlandais et à l'envers. Ce que je propose aujourd'hui, le thème de la culture, c'est vraiment vaste, comme tu as dit, et je vais pas me noyer dans la théorie des cultures, de la culture, de ce que ça veut dire la culture, mais plutôt, je ne vais utiliser que le nécessaire en termes de bagages, de concepts dont on a besoin. Je propose l'organisation suivante, le plan suivant. D'abord, je vais parler de ce petit pays, quelques petites informations sur ce petit pays merveilleux qu'on appelle les Pays-Bas. Et après, je vais passer à l'histoire de l'immigration, en bref, l'immigration vers ce pays, l'immigration de la communauté marocaine. Et lorsque je dis marocaine, je dis pas exclusivement rifaine, mais en grande partie, c'est la migration rifaine vers les Pays-Bas. Après ça, je vais parler un peu de la place de cette culture rifaine dans ce pays très différent quand même du nord du Maroc. Je vais essayer de définir l'espace culturel, les activités, les expressions, ce qu'on a dit dans le titre, les expressions culturelles, en mettant l'accent un peu sur la langue, mais aussi sur la question de l'intégration, la question du confrontement, si vous voulez, ou juste du voisinage des deux cultures amazigh du Rif et néerlandaise des Pays-Bas. S'il y a des questions, donc dans 3/4 d'heure, je pense que c'est l'idée, on va pouvoir répondre aux questions, essayer de répondre aux questions, entrer en débat si vous voulez. Donc pour commencer, les Pays-Bas, c'est un pays que presque tout le monde connaît, et c'est surtout lorsqu'on dit Amsterdam, avec typiquement l'image qu'on a d'Amsterdam, une ville très relaxed, on peut presque tout faire, tolérante, etc. Ça rappelle l'image de cette ville dans le siècle du 16e, 17e siècle, à partir de ces siècles-là, lorsqu'elle a été vraiment une place pour les immigrés. Parfois, je n'arrive pas à trouver les termes en français parce que je ne l'utilise pas souvent, donc je vais oser de jeter parfois des termes en anglais qu'on va traduire. Ce que je veux dire, c'est une ville avec une histoire de tolérance qui est très connue. Dans cette ville, je commence par la ville et puis je parle un peu du pays. Une ville de quelques 17 millions, voilà, comme vous voyez. Donc ici à Amsterdam, vous voyez la partie nord-ouest. Quelques 800 000 personnes ici dans cette ville. Et dans les Pays-Bas, en gros, c'est une population d'un peu plus de 17 millions d'habitants, dont presque le quart est issu de l'immigration. Donc, ce sont des personnes d'origine migratoire qui ont leurs origines dans d'autres pays. De ce 24, quelque chose pour 24,4%, je crois, presque un quart, de toute façon, de ces 17 millions. On les partage aussi en deux catégories. C'est une caractéristique néerlandaise, on aime bien définir et caractériser pour agir. Donc, cette communauté d'immigrés de quelques 4 millions plus, 4 400 000 environ, on l'a répartie en deux parties. L'une qu'on appelle occidentale, d'origine occidentale, et l'autre non occidentale. Lorsqu'on dit occidental, on dit les pays de l'Europe, on dit les États-Unis, le Canada, etc., mais aussi l'Indonésie. Donc, ce sont les pays occidentaux, d'origine occidentaux. Et le Cap Verdi, avec une petite population. Mais l'autre moitié, j'avais donc la moitié un peu plus que la moitié plutôt, est originaire des pays non occidentaux, donc le reste du monde, si vous voulez, le Maroc, la Turquie, les autres pays.
ce qui nous intéresse dans le cas du Maroc, c'est qu'en ce moment, nous avons environ quelques 400 000 personnes d'origine marocaine dans les Pays-Bas. Et cette immigration a commencé depuis la fin des années 60 jusqu'aux années 70. Mais, comme j'ai dit 400 000, il y a une petite chose que je dois signaler, c'est qu'à partir de la deuxième génération, on cesse comment ça se dit, de compter, de définir les immigrés comme des immigrés parce que leurs parents, en ce moment, les deux parents sont nés aux Pays-Bas. On définit comme une personne, on dit allochtone en néerlandais, donc non indigène. On définit quelqu'un comme ça lorsque l'un de ses parents est né à l'extérieur des Pays-Bas. Alors on imagine que lorsque les deux parents sont nés ici aux Pays-Bas, même s'ils sont d'origine marocaine, lorsqu'ils ont des enfants, ces enfants ne seront pas comptés de la deuxième génération. Ce que je veux dire ici, c'est que, par ceci, c'est que même si on dit il y a 400 000, peut-être il y a beaucoup plus que ça. Donc, parce qu'on a déjà une troisième génération et maintenant une quatrième génération. Peu importe, donc la moitié d'un million, on la compte sur le Maroc. Pour la répartition de la communauté marocaine se trouve dans les grandes villes comme Amsterdam, Rotterdam, La Haye, qu'on appelle ici Den Haag, et Rotterdam. Aussi dans d'autres pays, mais plus que la moitié, je crois quelques 60% en plus, résident dans les environs de ces villes ou à l'intérieur de ces villes. Donc pour les Pays-Bas, en ce qui concerne sa politique vers l'immigration, on l'a caractérisée comme tolérante. Une différence que j'aimerais communiquer aux auditeurs, c'est que contrairement à ce que la France et je crois la Belgique ont fait, les Pays-Bas se sont chargés de l'enseignement, ce qu'on appelle l'enseignement des langues d'origine. Donc c'était le pays lui-même qui payait ou qui se chargeait des enseignants de la langue arabe. Ce n'était pas comme en France où les enseignants sont payés par leur pays d'origine, par le Maroc. Donc, au moment ici aux Pays-Bas, en ce moment, il n'y a plus d'enseignement de langue minoritaire comme l'arabe, plus d'enseignement. Si les écoles ou les lycées choisissent l'arabe comme langue pour l'examen de baccalauréat, soi-disant, ils ont le droit de faire ça, mais ce n'est plus et cette langue n'est plus offerte comme elle était avant pour les enfants et elle n'est pas payée par l'État. Donc c'est un programme, si vous voulez, c'est une exception que le lycée ou le collège lui-même décide de prendre en charge cette langue. Si on veut enseigner l'arabe, oui, c'est votre affaire, comme si vous enseignez une matière, disons, une matière extra comme la pêche ou la danse ou quoi que ce soit. Puisque je parle maintenant de la langue et la politique des Pays-Bas envers la langue, donc il y avait au début fin des années 70, je crois, il y avait l'introduction de cet enseignement de langue minoritaire. On les appelait Aïkhental, la langue à soi, la langue qui appartient au groupe, mais dans le cas des Marocains, ce n'était pas la langue qui leur appartenait, c'était la langue du pays d'où ils provenaient, donc c'était l'arabe. Il y avait pas mal de discussions en ce temps. Je me rappelle qu'il y avait une note adressée ou rédigée par un secrétaire d'État, Jacques Wallach, dans les années, je pense, 89-90, qui avait souligné que c'est un problème, qui avait souligné ce problème d'enseigner une troisième langue à des enfants qui sont nés au milieu des familles rifaines ou amazirs, si vous voulez, parce qu'il y a aussi des amazirs du sud, ici aux Pays-Bas. On leur enseigne l'arabe, eux ils parlent chez eux l'amazigh, alors que la langue nationale, l'objectif c'est de leur faire apprendre, de les faire avancer dans leur carrière scolaire à travers l'apprentissage de la langue néerlandaise. Donc on ajoute un problème au lieu d'en résoudre un. Il n'y avait pas beaucoup de choses il n'y a pas beaucoup de choses qui se sont passées. La communauté marocaine elle-même
à part quelques associations comme l'association CIFAX, l'association ADRA, l'association Nomidia. Il y avait aussi une association Amazir ici à Amsterdam dans les années 90. Il n'y avait pas beaucoup de protestes, il n'y avait pas un mouvement lourd, fort, qui pouvait influencer la politique de l'État envers la communauté marocaine en ce qui concerne le choix des langues. Donc, les choses sont passées comme ça. Il y avait quelques confrontations internes entre les Marocains eux-mêmes, les gens qui voulaient bien enseigner la mazir à leurs enfants, qui étaient très minoritaires, et les autres qui disaient que l'introduction de la mazir dans l'enseignement ici aux Pays-Bas, ce n'est que pour... ça aurait des conséquences grave. Elle essaie de briser ou de casser le lien entre l'harmonie de la communauté marocaine. On connaît ce discours. Je crois que les auditeurs savent bien de quoi je parle. Donc, l'enseignement des langues minoritaires a été remplacé plus tard, jusqu'à 2003. Elle a été remplacée par un enseignement qu'on appelle l'enseignement des langues vivantes, les langues qu'on parle. Et là, il y avait aussi une deuxième chance pour la mazir d'être introduit. À l'école, il n'y avait pas suffisamment de demandes. Je dois dire ça clair. Il y avait une résistance, mais légalement, c'était ouvert. Pourquoi? Parce que c'était ouvert à tout le monde. Donc, s'il y avait suffisamment de demandes, on aurait pu financer cet enseignement en amazigh. On n'avait pas suffisamment de cadres, pas suffisamment de matériel, mais encore plus, on n'avait pas suffisamment de conscience de l'importance de cette langue pour les amazirs. Il y avait toujours une confrontation idéologique entre choisir l'amazigh ou l'islam. On met ça en opposition. Donc ça, c'est une autre discussion, si vous voulez, dans un autre webinaire ou une autre conférence, on pourrait traiter de ce thème, religion et identité et langue. Mais je vais vous dire, c'est vers 2003, donc cet enseignement s'est arrêté. Et pourquoi il s'est arrêté? Parce que d'après les autorités néerlandaises, ça n'a pas pu rapporter de résultats qui bénéficient l'apprentissage de la langue néerlandaise. Donc depuis le début, ça n'a pas été dirigé vers l'apprentissage de l'amazigh, vers le renforcement de la culture amazigh, lorsque je dis amazigh, ça s'applique aussi pour les autres langues minoritaires dans ce cas. Je parlerai plus tard de la question spécifique de l'amazigh, du Rifin. Donc, ils avaient introduit l'enseignement des langues vivantes seulement pour pouvoir faciliter la tâche aux apprenants, pour les élèves, les enfants, pour mieux apprendre le néerlandais, si vous comprenez. Donc là, ça n'a pas marché. Évidemment, on ne devait pas s'attendre à ce que ça marche. Puisque ça n'a pas marché, on a arrêté cet enseignement. Donc à présent, au moment où on est en 2020, les choses changent de mauvais en pire. Il n'y a pas d'espace même pour introduire une discussion, l'enseignement bilingue, pour l'enseignement biculturel, ce que vous voulez. Il n'y a pas cet espace parce que maintenant les politiques, comme en France, comme partout en Europe, elles vont un peu elles penchent un peu vers la droite, pour rester un peu modéré. Elles penchent un peu vers la droite, et donc introduire une telle discussion ne serait pas en faveur des élections, ne pourra avancer l'agenda de personne. Ce qu'on a maintenant, c'est une prise de conscience. C'est un paradoxe, puisqu'on n'a pas ça du côté officiel de l'État, des institutions. On a par contre, à l'intérieur de la communauté elle-même, il y a une prise de conscience énorme de l'origine culturelle, si vous voulez, de la différence qui caractérise le groupe amazigh du groupe arabophone ou arabe, des autres groupes. Donc on ose maintenant parler de cette différence, et on voit aussi que les événements de Hirak à partir de 2016
Je ne fais pas de la politique ici, mais c'est une constatation très claire, c'est que les gens ont pris beaucoup plus conscience de leur identité rifaine plus qu'avant. Ça, on peut le trouver, il y a plusieurs articles qui sont publiés là-dessous, et aussi vous pouvez trouver sur Internet, YouTube, Facebook, on trouve beaucoup plus de discussions maintenant, on trouve beaucoup plus de positions prises. Je suis rifin, je ne suis pas arabe. Il y a des fois je suis rifin, je suis amazir. Il y a aussi je suis rifin, je ne suis pas marocain, etc. Donc voilà, ça c'est pour introduire la question en général. Je vous ai parlé de la politique des Pays-Bas envers les groupes minoritaires en ce qui concerne la langue et l'enseignement, pas en général. Pour ce qui est de la culture, pour dire un peu plus des Pays-Bas, c'est un pays à la fois très tolérant, mais à la fois aussi conformiste, si on peut dire ça en français. Nous avons même un proverbe qui dit si comportez-vous d'une manière normale, parce que si vous le faites, c'est déjà suffisamment excentrique. En néerlandais, dommage gewoon, dan doe je al gek genoeg, quelque chose comme ça. Donc, il y a une sorte de contrôle social, mais à la fois, il y a un grand espace pour la personne elle-même, pour l'individualité. Tant qu'on respecte l'autre, on peut presque faire tout ce qu'on veut, si vous voulez que je caractérise ça un peu plus spécifiquement. Donc, pour le groupe marocain, je reviens à la question centrale dans cette conférence, la culture. Je voudrais vous signaler d'ailleurs que lorsqu'on parle de culture, il y a littéralement des centaines et des centaines de définitions. On ne va pas essayer de résoudre le problème ici. Pour nous, pour moi plutôt, le plus important dans la culture, c'est sa fonctionnalité, c'est la relation que les gens ont avec leur culture, c'est leur identification avec leur culture. Donc c'est un acte conscient et inconscient qui rattache les individus et les acteurs avec leur, dans notre cas, la culture rifaine serait quelque chose qui caractérise quelqu'un qui dit « moi, je suis du Rif, j'aime ce pays ou cet entourage ou cet espace appelé le Rif. Lorsque j'entends une chanson, j'écoute une chanson rifaine, ça me plaît, ça me rappelle le bled, même s'il n'est pas né dans le bled, comme le cas de la deuxième, troisième génération. D'ailleurs, si on regarde sur Internet, sur le forum de discussion, on trouve énormément d'expressions, des gens qui veulent rentrer au bled, même s'ils sont nés ici aux Pays-Bas, et ils vont, par exemple, une fois par an, une fois par 2 ans, ils rentrent au Rif. C'est qu'il y a cette liaison avec le Rif. Il est important de signaler aussi qu'on est rifin aussi lorsqu'on parle néerlandais et on ne parle pas de rifin. Mais on a une attitude, on a une certaine affection avec ce rifin. Donc on l'exprime en disant j'aimerais bien. Dans mon cas, il y a énormément de gens qui disent qu'ils voudraient apprendre le rifin eux-mêmes ou à leurs enfants et qu'ils sont fiers d'être rifin, mais parfois ils se sentent un peu gênés puisqu'ils ne parlent pas rifin. Donc vous voyez, si on prend une définition statique, si on prend une définition qui n'est pas dynamique, une définition comme il est rifin, toute personne qui parle le rifin, donc on exclut la deuxième, la troisième, la quatrième génération qui elle-même, au grand nombre, dit qu'ils sont rifins. Comment on sait ce qu'ils disent? Comme j'ai dit, les expressions à travers l'Internet, les interviews, les recherches, etc. Donc, sa fonctionnalité, pourquoi je m'intéresse énormément aux fonctions de la culture, c'est quelque chose qu'on sous-estime. On sous-estime l'importance de la culture parce qu'on croit vraiment que ce n'est que des apparences qui caractérisent un groupe ou un autre. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on va faire avec une culture amazigh, rifaine aux Pays-Bas? On a tout ici. Pourquoi ne pas se débarrasser de ce bagage que l'on a fait venir avec? C'était nécessaire pour la première génération. Ils ne parlaient que rifin.
Donc, pour eux, c'était obligatoire de se rattacher à cette langue, d'exercer cette langue parce qu'elle est importante dans les rapports avec les autres membres de la communauté. Ils avaient besoin d'autres membres de la communauté qui parlaient rifin pour se sentir bien, pour s'entraider, pour fêter les occasions festives, religieuses, quoi que ce soit. Donc, pour cette génération, on dit, bon, ça va, pour cette génération, on comprend, mais pourquoi une deuxième, troisième génération qui parle seulement le néerlandais et l'anglais d'ailleurs, pourquoi ce rattachement avec la culture d'origine? Alors ici, il est important de signaler qu'il y a un paradoxe. On dit ça, ce discours que je viens de nommer, de caractériser un peu, on essaie de l'appliquer sur les enfants issus de l'immigration, mais en même temps, lorsqu'on traite de la question sociale, socioculturelle, l'intégration, l'économie, ce que vous voulez, on évoque toujours les groupes culturels. Hein, dans la politique, soit officielle, soit non officielle, quelques partis politiques de droite, ils ne font que ça, en évoquant parfois les groupes musulmans, les groupes non occidentaux, etc., etc. Je pense, je dois clarifier un peu ce point. L'importance, j'ai dit la fonctionnalité de la langue, c'est ce qui m'intéresse, la fonctionnalité, pardon, de la culture, c'est ce qui m'intéresse beaucoup plus que les définitions statiques externes de la culture comme une liste de pratiques verbales, non verbales, physiques, non physiques. Ce que j'essaie de dire ici, c'est que j'ai fait dans mes propres recherches, j'ai essayé de trouver un peu ailleurs, en dehors des discussions sur la culture, j'ai essayé de trouver pourquoi, de répondre à cette question, pourquoi les gens se sont attachés généralement très fortement à leur culture d'origine. Il y a des recherches sur l'adoption des enfants. Alors, il y a énormément de recherches sur ce sujet et lorsque ces enfants arrivent à un certain moment, ils ont tout parce qu'ils sont adoptés. Ça veut dire que dès le premier choix, on a fait dès le premier moment, on a fait un choix conscient de les prendre en famille. Ils sont avec leurs parents, ils ne manquent de rien, etc., etc. Et pourtant, après certain temps, ils essaient de retrouver leurs parents d'origine. Cette question de savoir d'où on vient, comme on dit, pour pouvoir continuer son chemin, il faut savoir d'où on vient. C'est une partie de ce bagage nécessaire dont nous avons besoin. Pourquoi? Pour pouvoir confronter l'extérieur, l'autre en général, pour pouvoir dire d'où on vient. On trouve ça aussi dans les études sur la communauté noire aux Pays-Bas, aux États-Unis. La communauté noire ici, on vient de lancer des discussions sur le racisme aux Pays-Bas, on est un peu très conservatif en ce qui concerne ça. Mais aux États-Unis, il y a ces discussions-là sur la population noire. On leur disait, on leur demandait en plein classe, quelle est votre origine? Donc, on parle à des gens de la troisième, de la quatrième. Dans le cas de la population noire aux Pays-Bas, on parle depuis 1700, depuis donc 10e génération, si vous voulez, 12e génération, des enfants qui n'ont connu que leur entourage à Brooklyn ou à Harlem ou quelque part. Mais lorsqu'on leur demande d'où est-ce que votre origine, parce que c'est bien framed, comme on dit en anglais, donc il y a un cadre déjà là, tu es noir, donc tu es venu de quelque part. On ne questionne pas les blancs d'où ils viennent. Tu es de quelle origine? Il y a suffisamment d'exemples de testaments, de gens qui disent, et nous étions obligés d'inventer un pays en Afrique, ou si on n'a jamais entendu d'un pays, Congo, etc., on dit, bon, moi je viens du Congo. Mon origine est du Congo, même s'ils ne savent rien sur le Congo. Il y a tout un mouvement noir qui voulait, comment ça s'appelle, un peu radical, qui traçait les origines, qui essayait de tracer les origines des Noirs des États-Unis vers l'Afrique, le retour vers l'Afrique, etc. Ça, pourquoi j'ai parlé de ces deux exemples, donc
les études sur l'adoption et les études sur la situation de la population noire aux États-Unis pour vous dire que ce manque, ou cette nécessité de savoir d'où on vient, qu'elle soit vraie, qu'elle soit vérifiée par des faits d'histoire, qu'elle soit un mythe, peu importe, lorsqu'on y croit, lorsqu'on se définit comme appartenant à un groupe, on se sent bien et on crée une sorte si vous voulez, de network, une sorte voilà, une communauté de support qui se supporte entre elles. Pour la question je reste toujours dans la question de la culture, donc pour quelqu'un qui se définit comme rifin, il est bien rifin, il se définit par l'origine de ses parents s'il le veut, il se définit par des pratiques, il aime du thé sucré, c'est pas nécessairement rifin, mais c'est l'une des pratiques, on prend du thé ensemble, on parle ensemble, on a un répertoire de musique et de chansons que l'on aime, qui est originaire du bled, donc ça nous fait rapprocher l'un de l'autre. Tous ces éléments-là sont vraiment des éléments qui servent à souligner des relations entre les individus, qu'ils soient proches l'un de l'autre, qu'ils soient maintenant dans l'âge de l'Internet. Il y a plein d'exemples de communautés virtuelles, des gens qui se retrouvent là, et il y a des relations qui se font à travers le monde cyber. Donc, ces pratiques culturelles, leur fonction est une fonction vitale dans le sens où elles vous donnent un peu le sens de sécurité, le sens de pouvoir continuer, etc. C'est un domaine vaste, très vaste. On pourrait en parler pendant des heures. Il y a beaucoup de spécialisations qui se croisent ici. Il y a la psychologie sociale, l'appartenance de l'individu au groupe. Il y a les historiens qui vont nous parler des changements que subissent les cultures, etc. Pour nous, pour les rifins aux Pays-Bas, donc je reste ici. J'avais, dans les années début 2000, 2001, 2002, il y avait un projet de recherche. On a demandé aux enfants marocains, aux enfants à l'âge de la puberté, à partir de 13-14 ans jusqu'à 16-17 ans, on leur a demandé est-ce que vous êtes marocain, comment vous vous sentez, etc. Bon, il y avait la majorité du groupe, ce n'était pas un groupe assez vaste, mais il y avait une trentaine, quarantaine, il y a des études qui confirment ça. La majorité du groupe se sentait plus ou moins appartenir au Maroc. Je me sentais, la réponse était je me sens néerlandais et marocain, ou je me sens néerlandais, ou je me sens marocain. Il n'y avait pas, à ce moment, on n'a pas fait quelque chose sur le rifin en particulier, mais on a parlé, on a demandé à ces enfants comment est-ce que si vous trouvez un Marocain, vous voyez quelqu'un, vous le reconnaissez, vous l'identifiez comme Marocain, quelle langue est-ce que vous allez parler avec cette personne? Parce que dans leur répertoire linguistique, il y a au moins le néerlandais d'abord, et il y a l'arabe marocain ou l'amazigh. Alors, ce qu'ils ont répondu, je parle néerlandais, mais si c'est quelqu'un de la première génération, je ne sais pas, j'essaie de lui parler en arabe, mais plutôt en néerlandais. Ils hésitaient. Ce n'était pas comme le cas des Turcs. Pour les Turcs, ils parlent généralement. Si on reconnaît un Turc, on lui parle en turc. Il y a une anecdote qu'on dit ici aux Pays-Bas, s'il y a deux femmes à foulard dans la rue qui parlent néerlandais, elles doivent être marocaines. Si elles parlent turc, elles doivent être turques. Donc, évidemment, mais pour le cas des Marocains, c'est qu'il y a on ne se sent pas très confortable lorsqu'on parle de la langue amazigh. Il y a cette concurrence avec la langue arabe, darija, pas arabe, mais si vous voulez, la langue courante de la darija, une combinaison de l'arabe
et la Mazir au Maroc. Pour le marocain, donc ici, un autre point à signaler, c'est que le mot marocain, ça veut dire le marocain, c'est une chose c'est un mot qu'on utilise pour dire quelqu'un parle Darija. Mais généralement, c'est un terme ambigu. Parce que pour un néerlandais, il demande au milieu de classe, qu'est-ce que tu parles dans un cours des élèves? Moi, je parle néerlandais, moi, je parle italien, moi, je parle espagnol. Donc, la langue est identifiée avec le pays. Espagnol en Espagne, le français en France, l'italien en Italie. Et lorsqu'ils arrivent aux Marocains, ils leur demandent la même question. Et je ne sais pas qui a commencé ça, cette ambiguïté, mais ils disent, moi je parle marocain. Et lorsqu'on dit je parle marocain, pour les enfants là, on sait très bien qu'il y a des enfants qui parlent l'arabe marocain, le darija, il y a des enfants qui parlent le tarifit, il y a des enfants qui parlent le tashlhit, le sous. Et pour tous ces enfants, ils parlent le marocain. Et ça a causé pas mal de malentendus parce qu'il y avait, dans les années 90, moi j'ai même travaillé sur un de ces projets où j'ai vu des épreuves, c'était des tests pour les enfants, des tests cognitifs pour savoir si ces enfants ont un problème avec les concepts de base comme la main, les yeux, la bouche, manger, dormir, etc. Alors on leur donne dans la partie réceptive, on leur dit, est-ce que tu sais ce que ça veut dire yad? Yad, c'est la main. Alors l'enfant qui parle amazigh, évidemment, ne sait pas ce que ça veut dire yad, parce que yad, c'est afous ou c'est fous. Et ce sera marqué comme faute. Moi-même, j'ai vu ça. Pourquoi je parle de ça? C'est la définition externe du groupe. On ne regarde pas le groupe à partir de l'intérieur, de ses constituants, de ses éléments, mais on suit la définition de l'extérieur parce qu'elle est plus convenable dans le cas de la politique linguistique des Pays-Bas. Donc, on continue comme ça. Il y a un petit détail que je n'ai pas mentionné, c'est que lorsqu'on parle de l'immigration des Rifins aux Pays-Bas, il y a une discussion ici, c'est que les Rifins n'ont pas été obligés d'immigrer officiellement. Pourquoi est-ce que je dois d'ailleurs expliquer la situation du RIF, quelques mots là-dessus, à partir ou juste après l'indépendance du Maroc, l'indépendance officielle en 1956. 1958-59, il y avait comment ça s'appelle, une révolte plus ou moins au RIF, surtout au RIF, la partie centrale de Hoceima et les environs, où beaucoup de gens ont participé parce qu'ils avaient ils avaient le sentiment, pas seulement le sentiment, mais ils savaient bien, ils avaient constaté, ils ont vu que le gouvernement marocain, qui était à l'époque était Mohamed V, s'est fait constituer de l'élite urbaine et on a laissé les gens qui ont vraiment, les gens qui ont combattu, qui ont perdu pas mal de membres de leur famille, on les a laissés à l'écart, on les a marginalisés. Donc, ils essayaient de mettre pression sur le gouvernement sous forme de démonstration, de marche, etc., pour dire il faudra revoir cette constitution du gouvernement, etc. On a alors, après 58-59, ça a été, il y avait une intervention royale du roi Hassan II. À l'époque, il était encore prince héritier. Il y avait pas mal de gens qui étaient tués. Il y a d'ailleurs des films sur Internet, sur YouTube, sur 1958-1959 au RIF, et vous allez voir ce qui s'est passé. Alors, une analyse plus ou moins objective qui est faite des données veut dire que beaucoup de gens ne vont pas se sentir à l'aise. Il y avait pas mal de gens qui ont été conduits en prison, arrêtés, des viols, tout ce que vous pouvez imaginer.
Donc, il y avait un sentiment de malaise, plus la pauvreté qu'il y avait déjà structurellement dans le Rif. Il n'y a pas beaucoup de moyens de supporter la vie des milliers de personnes, peut-être 2 millions de personnes dans toute la partie du Rif. Alors, les gens étaient de cette manière poussés à émigrer. Il y avait la marginalisation, même si vous ne leur avez pas demandé d'immigrer, c'est le seul choix qu'ils ont. Et d'ailleurs, ils avaient l'expérience de l'immigration vers l'Algérie. Il y a même des petits douars en Algérie qui sont constitués majoritairement par des Rifins. Donc, ils avaient une petite tradition d'immigration vers l'Algérie avant l'indépendance de l'Algérie. En 1956, c'était toujours la France comme administrateur principal. Donc, est-ce qu'ils étaient poussés pour immigrer ou pas? Ce n'est pas très intéressant pour cette discussion que je suis en train de mener maintenant. Mais le plus important, c'est de savoir qu'il y a seulement aux Pays-Bas des quelques 400-450 000 immigrés. Rappelez-vous, j'ai dit que ces immigrés-là, on ne compte pas la troisième et la quatrième génération. Donc, entre ces 400 000 à 450 000, on dit qu'il y a quelques 60-65% originaires du Rif, plus quelques 15% originaires du Souss, de la partie sud du Maroc, ce qui augmente la communauté amazirophone berbère à environ 75%. Alors, c'est quand même très fort. Mais on ne voit pas ça dans l'espace public à l'extérieur. On ne voit que il n'y a pas beaucoup de présence, il n'y a pas de présence qu'on sent des Amazirs ou de la culture amazigh. Il y a parfois des démonstrations, bien sûr, mais ça, c'est autre chose. Je veux dire, au niveau quotidien. J'ajoute que, peut-être ce n'est pas très différent du cas du Kabyle, j'ajoute que la mosquée, je ne parle pas de l'islam, la mosquée comme institution est la plus grande concurrence en ce qui concerne les autres formes de l'expression culturelle. Il n'y a presque rien parce que tout est absorbé par la mosquée. Vous voulez rencontrer quelqu'un, vous allez dans la mosquée. Vous voulez chanter, bon, il ne faut pas chanter d'ailleurs si on est un bon musulman. Vous allez là pour to praise the Lord, comme on dit, pour prier Dieu. Vous voulez faire du business, vous voulez faire ce que vous voulez, c'est la mosquée. Elle engendre tout. Ce qui a traîné, ce qui a causé effectivement que l'État, dans ses formes locales, même dans la forme au niveau local, dans la ville, etc., lorsqu'il cherche un interlocuteur sérieux, généralement, il le trouve il le cherche dans la mosquée parce que là, cet interlocuteur a beaucoup de support. Il ne s'agit pas de l'intellect, il ne s'agit pas de la question du savoir ou de l'engagement de ce que vous voudrez, mais de la question est-ce que cette personne a bien un support large et bien supporté par la communauté marocaine. Donc, ce qui fait que bon, c'est un autre sujet. On pourrait parler de la culture rifane à l'intérieur des mosquées. Il y a ce confrontement entre les gens qui s'identifient avec telle et telle tribu. Parfois, on le voit comme une chose très négative. Pour moi, c'est intéressant pour l'analyse, mais ce n'est pas le moment aujourd'hui. Donc, pour la langue, pour arriver vers la fin de cette communication, en ce qui concerne la langue amazigh, j'ai bien dit que même sans langue amazigh, on se sent amazigh. Ce n'est pas une contradiction, c'est tout à fait normal. Mais pour l'amazigh, on trouve le néerlandais de la jeunesse marocaine, elle est caractérisée par la présence très forte de beaucoup de termes de ce qu'on appelle Jongrental, la langue des jeunes, les rappeurs, les gens qui font du rap, de la musique urbaine, etc. Ils empruntent à l'arabe marocain, ils empruntent au tamazight, mais aussi ils empruntent d'autres langues, Sarnam et de Suriname, et d'autres langues, un peu, le turc pas tellement pour une raison ou une autre. Ce qui fait qu'il y a une culture de cette jeunesse. Il y a donc
on se sent comme groupe. Je crois que c'est la même situation en France d'ailleurs. Les Turcs se sont très proches du Marocain à l'âge de 12 ans, 14 ans, peut-être 16 ans, mais lorsqu'on rentre dans la vie professionnelle, on tombe ou on retombe sur son propre groupe de support. D'où ce que j'ai mentionné avant, lorsque j'ai dit que la culture est très importante dans la création de ce network, de cette des relations de ce réseau entre les gens pour qu'ils s'aident, pour qu'ils trouvent un sens de leur vie. Parce que, imaginez-vous, lorsqu'on a un succès dans sa vie, on essaie de partager ça avec les autres. C'est comme ça qu'on est, les humains. On donne beaucoup de sens à nos activités, à nos festivités, etc. Et les gens qui vont prendre partie dans vos activités, ce sont des gens qui vous sont proches, des gens qui vous écoutent, des gens qui vous intéressent et à qui vous intéressez, généralement la famille, mais je parle ici d'un groupe plus grand. Si vous permettez, donc je vais voir si j'ai bien mentionné les points importants que je voulais mentionner pour passer à un petit résumé. Pour le futur, voilà pour vous dire, pour en finir la dernière partie, pour le futur de la langue. J'ai bien mentionné ce discours qui dit, bon, vous êtes aux Pays-Bas, donc estimez-vous heureux, vous avez de la chance, tout est ici, la culture de la première génération, on va la laisser à part, on en a fini. Pourquoi vous ne vous sentez pas néerlandais? Il y a des gens qui se sentent très néerlandais, mais qui ne sont pas marocains. Ce sont des gens qui se sentent néerlandais à Mazir. Il y a déjà un petit groupe qui commence avec cette redéfinition, si vous voulez, de soi-même. On dit que oui, je suis Amazir, mais je suis Amazir européen. Je ne suis pas, je suis Amazir européen, je suis Amazir néerlandais, mais je ne suis pas Amazir marocain. Mes origines sont au Maroc, oui, mais dans ma pratique, dans mon attachement aux pratiques nationales, la politique, à tout, je ne me sens pas aussi marocain que néerlandais. C'est un petit groupe. Donc pour le futur, je crois, pour moi, je voulais aussi parler de la culture globale lorsqu'on nous dit aussi maintenant, on est en 2020, donc les gens sont, on voit ça dans les commentaires sur Internet et tout, les gens sont arrivés à Mars, je ne sais pas quel besoins ils ont, etc., etc., high-tech, avec tout, et vous parlez encore d'une culture d'avant l'histoire, de la préhistoire. Si on prend la culture comme dans le sens que j'avais défini, comme les rapports entre les personnes. La culture, ça change, elle est dynamique, mais il y a toujours des éléments, partout, dans toutes les cultures, il y a toujours des éléments qui font que les gens qui partagent ces éléments-là, ce sont des gens qui se sentent comme groupe. Et dans ce moment, s'ils se sentent comme groupe, ça ne veut pas dire que c'est le seul groupe qui existe, parce qu'il y a des groupes le groupe au travail, on a une petite culture au travail, on a une petite culture à la mosquée, on a une petite culture chez soi, on a une petite culture dans le douar ou dans le quartier, ou peu importe. Il faut bien avoir, pour finir, il faut bien avoir la conscience d'où on vient. J'ai bien signalé avec, je parlais un petit peu de ça, on mentionne les études noires des États-Unis sur l'adoption, et je voudrais le signaler encore une fois et insister là-dessus, il ne s'agit pas de ces manifestations, de ces expressions que l'on voit comme le couscous, si vous ne mangez pas le couscous, vous n'êtes pas un mazir, ou si vous, mais plutôt du respect que l'on a vers les gens qui se sentent amazir, ce rattachement émotionnel, généralement, oui, émotionnel avec ce groupe-là. Et si les festivités du Nouvel An à Amazir, maintenant, ça va de plus en plus, ça remplace d'autres festivités peut-être, mais ce sont des éléments qui font qu'un groupe se sente fortifié.
il y a des gens, au moment où on regarde à gauche et à droite, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui se disent Amazirs et qui constituent une force très, très grande pour l'avenir, donc pour sauvegarder leur existence eux-mêmes, mais aussi pour pouvoir avancer. Et là aussi, à chaque fois que je mentionne quelque chose comme ça, j'ai envie de continuer pour expliquer, mais je crois que je laisserai la chance aux auditeurs s'ils veulent que je clarifie un point ou un autre. Pour résumer finalement, j'ai encore 3 minutes. La culture Rifaine, la culture amazigh aux Pays-Bas n'a jamais eu sa place en ce qui concerne le niveau idéologique, en ce qui concerne la politique de l'État ou la politique au niveau local, la politique de la municipalité, soit à Amsterdam, soit à La Haye, soit dans d'autres places. Premier point. Deuxième point, on a hérité le conflit, pas le conflit, mais le rapport de force au Maroc entre ce qu'on appelle une culture arabe, une culture musulmane, et on l'a fait opposer avec une culture amazigh. Or que la dynamique entre les trois est totalement différente. On peut être musulman et amazigh et européen à la fois sans aucun problème. Si on est séculaire, bien sûr. Donc, voilà, je crois que je vais m'arrêter ici. J'ai mentionné tous les points. Si vous voulez, Mustapha, je ne sais pas, tu as entendu, tu as suivi la conférence, j'espère. Donc, tu crois qu'il y a encore un point que je devrais clarifier ou Non, mais c'est très bien, c'est un exposé de grande qualité. Je te félicite par ton expression française. Hein. Merci. Tu es néerlandais, je crois, et tu parles un excellent français. Tu aurais pu nous faire une conférence finalement soit en néerlandais, soit en tarifite. Hein. Oui, absolument. Mais je n'ai pas peur de commettre des erreurs, Mustapha. Non, non, c'était excellent. Alors, justement, tu as fait des études de français où? Quel a été ton parcours scolaire? Alors, pour le français, ça n'a pas été ma langue forte. À l'école primaire, oui. Je lis beaucoup en français. Bon, je lisais lorsque j'étais au Maroc. Maintenant, parfois. Mais j'ai fait mes études en langue et littérature anglaise. Donc, depuis que j'avais 15 ans, 16 ans, j'ai bien donné plus d'importance à l'anglais. Et j'ai fini au Maroc ma thèse de troisième cycle sur la phonologie de l'amazigh, mais rédigée en anglais. Et lorsque je suis venu ici aux Pays-Bas, les premières années, les premières 5, 6 années, je n'avais pas fait tellement d'efforts pour apprendre le néerlandais parce que je parlais anglais et tout le monde, comme j'ai parlé de la tolérance, personne n'avait un problème, surtout au milieu universitaire. Personne n'avait un problème avec le fait que je parlais seulement anglais. Mais plus tard, il fallait bien apprendre le néerlandais parce que les gens, naturellement, c'est aussi un truc culturel. Ils se sentent respectés lorsque vous parlez leur langue. Et comme en Kabylie, s'il y a un Français qui vient, il y a Jacques qui circule en Kabylie, Tizi Ouzou quelque part, et soudain, il commence à parler en kabyle. Je crois qu'il sera invité par tous les chefs du village, n'est-ce pas? Parce qu'on aime cette reconnaissance. Oui, et puis pour vivre dans un pays, c'est nécessaire, voire indispensable de maîtriser les codes et les usages et la langue en fait partie. Question qu'a posée, alors merci pour cette conférence, hein, très riche. Tu as essayé de ramasser beaucoup de choses, beaucoup d'éléments en un laps de temps très court, hein, parce que c'est pas aussi évident d'éclairer, d'éclaircir une situation aussi complexe que celle d'une communauté comme la communauté rifaine. Il y a un bruit derrière moi, j'attends que ce bruit s'efface. Voilà, s'estompe en espérant que... Voilà.
Nous, Parfaitement. nous- nous sommes dans une période bien particulière d'organisation de cette université d'été, hein. Nous ne nous trouvons pas dans les lieux habituels, on est enfermés dans nos bureaux, on est éparpillés un peu partout, hein. C'est la période estivale, combien même le confinement a réduit nos déplacements, mais il n'empêche. Donc je disais merci pour avoir tenté de nous donner un éclairage sur cette histoire. Et alors, il y a une question qui est arrivée. Est-ce que la question, c'est au fait, la personne demande, est-ce que c'est pas trop de violence faite à cette communauté euh, au cours de cette histoire? Parce que vous le disiez à l'instant, quand vous vivez dans un pays et que vous n'êtes pas reconnu en tant que tel, ne serait-ce que d'un point de vue de la langue. Si on vous attribue une langue qui n'est pas la vôtre, c'est une forme de violence. Et puis le fait que votre propre identité n'est pas reconnue en tant que telle, c'est aussi une autre forme de violence. Donc cette personne dit, est-ce que finalement, c'est pas trop de violence subie par, voilà, par les Rifins, d'où cette situation que vous expliquiez et cette difficulté à être. Oui, absolument, absolument, tout à fait d'accord. C'est que le terme violence, on peut le définir autrement, si vous voulez, pas de violence directement physique, mais une violence, un acharnement sur l'identité de la personne, c'est vraiment beaucoup plus violent que la violence physique. Ça, c'est pas un secret. Le grand malheur, c'est, je crois, au moment où on parle de ces questions-là, elles sont si complexe, si vous voulez, parce que c'est l'accumulation des histoires, pas une seule histoire, des histoires de plusieurs perspectives et qui font de manière à ce que la personne croit elle-même qu'elle ne mérite pas le sort d'une personne libre qui peut faire ses choix, etc. On trouve ça chez les personnes d'origine arabe, si vous voulez, d'origine amazigh. On peut aussi parler de ce rapport. Ce rapport n'est pas forcément un rapport de violence entre les deux. C'est une autre question, mais c'est ce qu'on nous dit dans les livres scolaires et partout. Il faut être, si on est nationaliste, on réserve une ou deux phrases pour son origine et pour le reste, on est marocain, on est algérien, arrêtez de nous faire diviser entre nous. Mais les politiques généralement de ces pays même, elles sont ciblées sur des divisions entre les personnes. Comme vous voyez. La personne, je pense aussi, elle évoquait les politiques ou des pays d'accueil qui, les institutions, quelles qu'elles soient, scolaires, culturelles, n'arrivent pas à voir comme Amazir avec une identité spécifique ses enfants et la conséquence, c'est l'enfant, il ressent une forme de violence, même symbolique. Et donc, absolument. Oui, vous parliez, donc la personne parlait des pays d'accueil. Oui, tout à fait. Très intéressant. La personne soulève la question oui. d'accueil. Oui, parce qu'ici, on a soi-disant une atmosphère de tolérance, mais bien sûr, on n'est pas suffisamment naïf pour croire que cette démocratie, soi-disant, offre tous les droits aux gens comme ils le méritent. Et il faut aussi signaler qu'il n'y avait pas une élite qui était formée à Mazir pour prendre en charge la question au niveau des Pays-Bas. J'ai bien parlé de l'enseignement des langues d'origine. La première étape, c'était dans les mains des Pays-Bas, donc ils auraient pu changer. D'ailleurs, il y a toujours un petit confrontement entre les Pays-Bas et le gouvernement marocain parce que les Pays-Bas a plus de distance. Il y a plus de distance entre les Pays-Bas et le Maroc qu'entre la France et le Maroc, par exemple. Donc, il n'y a pas ce groupe, il n'y avait pas ce groupe-là avec un support de la population elle-même, la population marocaine, le groupe marocain, pour faire de sorte à ce que leur discours soit entendu. Parce que je ne crois pas que les Pays-Bas auraient quelque chose à perdre. S'il y avait suffisamment de personnes, ils auraient pu le faire.
C'est ça, je pense, le paradoxe. Alors, vous disiez également qu'il y a une effervescence, hein, il y a des mutations, des changements d'attitudes hein, diverses. Euh, alors, deux questions. La première, aujourd'hui, l'expression culturelle des Amazirs de Hollande, des Pays-Bas, vous avez parlé de Yenneir, mais quelles sont-elles? Est-ce que ce sont des concerts? S'il y a des artistes peintres? Est-ce qu'il y a de la création? Ou alors voilà, la combinaison de la culture néerlandaise et de la culture amazigh au travers des styles musicaux, des styles artistiques. Oui. Il y a tout ça. Ce que tu viens de dire, il y a tout ça. Le problème, c'est que puisqu'on n'a pas de réseau, il n'y a aucune institution, il y a aucun. Je dis souvent, on se rencontre dans un parc, on se rencontre dans une salle une fois par 2 mois, 3 mois. On se rencontre seulement lorsqu'il y a une occasion, il faudra procéder à louer une salle ou à organiser une conférence ou quelque chose comme ça. Mais les gens en petits groupes entre eux, ils se rencontrent, ils jouent de la musique. Il y a des peintres comme le grand peintre Abtoy, par exemple, à Rotterdam, mais il n'y a pas de lieu où l'on peut trouver ces tableaux en exposition en permanence, par exemple. Même pas un garage pour ces amazirs des Pays-Bas, ce que je trouve honteux pour ne pas dire plus. Il y a la musique, mais surtout sur Internet, il y a beaucoup de rencontres. Il y a quelqu'un qui joue un film, oui, qui poste un film ou qui fait un live ou quelque chose comme ça. Il y a quelqu'un qui joue de la musique, de la guitare, il y a quelqu'un qui fait de la poésie, il y a aussi quelques publications, mais tout ça reste pas suffisamment visible puisqu'il n'y a pas d'institution qui le supporte. Avec la moitié, quelques 400, j'ai dit quelques 400 à 450 000 de Marocains qui sont ici, aucune reconnaissance officielle pour les Amazirs qui en font quelques 300, 350 000, mais pour la communauté du frisson, qui parle le frisson, j'ai oublié de mentionner ça, aux Pays-Bas, c'est une langue officielle. Oui, Dont, mais alors, question, est-ce que finalement ces Amazirs, ils ne se sentent pas comme des étrangers, puisqu'ils ne revendiquent pas un droit à leur culture, à des pratiques culturelles rifaines ou amazirs? C'est que quelque part, ils ne doivent pas se sentir appartenir pleinement à ce pays qui est le Pays-Bas, que sont les Pays-Bas. tu peux poser le problème de cette manière, mais tu peux le renverser dans l'autre manière, puisque, comme j'ai dit avant, il faut pas accentuer les différences aux Pays-Bas. C'est un petit paradoxe. Il y a beaucoup de tolérance, mais le prix qu'on paie, c'est qu'il faut rester doux et calme et écouter bien ce qui se passe. Pour ces Amazirs, ils ont un petit groupe, une petite minorité, ils réclament leur droit à la culture amazigh, parfois aux droits politiques, etc. Il y a des démonstrations ou des protestes, des actes comme ça, de démonstrations, où il y a 3 ou 4 participants. Chapeau à ces gens-là parce qu'ils croient en quelque chose. Mais ça reste une petite minorité. Pour qu'ils soient un exemple ou qu'ils rentrent en dialogue, en conversation avec les autres, il faudrait une institution qui va supporter ça, soit une radio, soit une télévision, soit un petit journal. Il n'y a rien qui aide ces gens-là à se sentir comme des membres d'un groupe. Lorsque je les rencontre, je ne viens pas souvent à Paris parce que je venais des débuts des années 2000. C'était très facile de rencontrer des Amazirs de Kabylie. On prend un verre quelque part, il y a quelqu'un qui montre, ah, c'est votre guide Amazir, moi je suis Amazir, etc. Et tu peux parler. Ça, c'est un acte aussi plutôt de festivité autour de l'appartenance à un groupe Amazir. Mais ici, aux Pays-Bas, le malheur, c'est que nous avons des gens qui sont plus ou moins puissants, mais pas comme Amazir. Ils sont puissants comme des gens qui font de la politique. Ahmed Abou Talib, c'est le maire de la ville de Rotterdam.
Parfois, il se réclame à Mazir, parfois il dit écoutez, c'est votre faute si ça ne va pas chez vous, c'est parce que vous n'avez pas travaillé, regardez-moi, je suis le bon exemple. Il y a Ahmed Markouch qui doit quand même, lui, il est plus franc, je crois, en ce qui concerne cette question. Il a d'ailleurs osé faire un film en rifin lorsqu'on est maire d'une cité, d'une ville néerlandaise, c'est une première pour nous. C'est pas vraiment, c'est pas facile. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils doivent faire? S'il y a un groupe assez fort, assez large de personnes d'origine amazigh qui vont dire, bon voilà, nous vous supportons, nous sommes 100 000 ou 150 000, cette force-là, une force électorale, nous vous supportons, ils vont changer de politique. C'est le cas des immigrés en Australie, aux États-Unis. Lorsque le groupe se renforce, les politiciens vont être forcés d'écouter, d'entendre leurs demandes. Très bien. Est-ce que, question qui est posée par un auditeur, est-ce que les liens sont étroits avec les régions d'origine? Est-ce qu'il y a des actions de soutien au village? Est-ce que les Rifins continuent à envoyer de l'argent comme c'est la tradition, par exemple, chez les Kabyles, où il y a des associations de villages? Ici même en France, et ces actions de village, elles continuent à aider financièrement les villages d'origine. Est-ce qu'il y a cette tradition de solidarité? À ma connaissance, il y en a certainement. Il y a par exemple l'une des dernières importantes cités, l'action de solidarité et de développement du RIF, qui s'est fixé comme objectif de supporter financièrement les familles des prisonniers à l'issue du Hirak. C'est un acte très brave de pouvoir faire ça parce qu'au Maroc, si on veut coller une accusation à quelqu'un, on lui dit vous recevez de l'argent de l'extérieur. Donc je ne sais pas comment ils le font, mais ils le font d'une manière bien. Ils sont très actifs. Il y a aussi des autres associations que je connais, celle de Aid Saïd, par exemple, ils sont des copains. Ce sont des associations que je connais directement, en personne. Parce que, comme je viens de le dire, il n'y a pas un journal ou un truc officiel ou une radio où l'on peut adresser cette question et pour avoir des statistiques fiables. Il y a aussi je viens de participer à une conférence au bureau d'une association de développement de la région d'où je viens moi-même, avec un bureau de 17 personnes, etc. Ils essaient de rassembler les moyens pour aider, comme le microcrédit, ces trucs comme ça. Il y a aussi des associations, il y a beaucoup d'associations, beaucoup plus d'associations de bénévolence, comme bénévolence, je pense, au nom de l'islam. Il y en a, je connais quelques-unes. Et attendez, donc je crois que l'une des problématiques que l'on a, c'est qu'au Maroc, les choses ne vont pas très facile. Si on veut aider, par exemple, j'ai cherché moi-même comme exemple, j'ai quelques des trucs des enfants, ça se dit les habits des enfants qui sont très bien, mais les enfants ont grandi, donc tu voudrais bien donner ça à des gens qui en ont besoin. On ne trouve pas d'organisation marocaine. On les donne à des organisations néerlandaises. Donc, ma réponse à ta question, il y en a, mais je pense pas suffisamment. Il y a beaucoup de gens qui voudraient bien aider, mais le malheur, c'est que au niveau de l'organisation, on est très faible. C'est un fait. Les Marocains sont très faibles ici aux Pays-Bas en termes d'organisation. Très bien. Est-ce que tu peux nous dire dans quel autre pays il y a une présence rifaine importante en Europe? Des Marocains en général ou des Amazirs en Des particulier? Amazirs du Rif. Les Amazirs du Rif, le deuxième pays, c'est la Belgique. La Belgique. La Belgique et l'Espagne. L'Espagne, c'est un peu difficile à caractériser parce qu'on traverse de Tanger, Tétouan, etc. Ouais. Il y a beaucoup de Rifins, mais je n'ai pas de chiffres. Pour la Belgique, c'est un pourcentage très semblable à celui des Pays-Bas dans la région, surtout la région flamande à Anvers
et un petit peu à Bruxelles. Question, quelqu'un demande quelle est l'expression culturelle la plus puissante? Est-ce que c'est la poésie, c'est le chant, c'est chez les riverains? La plus puissante dans le sens qu'elle a Qui est la plus plus d'effet. diffusée, qui est la plus diffusée. C'est le chant, c'est la chanson? Je pense que c'est la chanson et la poésie. Il y a quelques publications pour les nouvelles, short stories, comme ça s'appelle, les nouvelles courtes, quelques romans, mais l'expression la plus forte reste effectivement la chanson et la poésie. Très bien. Dernière question, mais tu l'avais dit, la personne demande si la jeunesse aujourd'hui, les nouvelles générations, parce que on est face, qu'on le veuille ou pas, on vit des bouleversements. Personne ne sait ce que vont produire ces bouleversements, hein, ne serait-ce qu'on le voit, ce que nous vivons aujourd'hui avec la COVID-19, avec Ouais. cette épidémie qui nous contraint à avoir de nouvelles vies. Et puis maintenant, les réseaux sociaux extraordinairement puissants qu'utilisent les jeunes. Et donc la question, euh, quelle est selon toi voilà, les futures expressions? Ah ben, le futur, ouais. Je crois que ça ne va pas changer énormément. Il y aura bien une activité au niveau politique, je pense, parce que l'action sur le culturel, c'est une autre discussion encore, la culture précède la politique d'ailleurs, mais la politique peut exercer énormément d'influence sur la culture, évidemment. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui. Les gens se trouvent un peu coincés entre la politique des pays d'origine et la politique des pays européens qui parfois prétendent leur entendre, mais elle ne fait que sécuriser l'atmosphère sociale, éviter le conflit, etc. Pas forcément aider les gens à se sentir bien, à s'exprimer, etc. Je pense qu'il y aura un petit peu plus dans le discours politique, il y aura plus de gens qui seront plus actifs, il y aura plus de participation, d'abonnement aux partis politiques, quelque chose comme ça. Mais pour ce qui est le culturel, ça reste, je ne sais pas. Il y avait, écoutez, j'ai vu pas mal comment ça se dit, de déclin et de développement, ups and downs, dans le sens de, il y avait, dans les années 90, il y avait toute une révolution au niveau du théâtre. S'il y a un théâtre, il y a toujours du public pour ce théâtre, mais les gens sont, je ne sais pas, on n'en a pas suffisamment. Il n'y en a pas suffisamment. C'est pourquoi j'ai dit la poésie, le théâtre, lui aussi, il a une grande place. Peut-être s'il y aura des moyens plus tard dans le futur, il prendra une place plus importante que la poésie. Et ça dépend du discours qu'il y a à l'intérieur de ce. Généralement, ces pièces théâtrales se sont écrites par des gens qui sont très conscients de la question à mesure. À part ça, Est-ce qu'on écrit beaucoup? Les Riffins écrivent beaucoup. Il y a des livres, il y a des romans, il y a. euh, je ne peux pas comparer avec la Kabylie, où il y a même une maison d'édition, celle que je connais, Ramadan Achab, je ne sais pas, il y a peut-être encore plus. Il y en a quelques-unes, oui, oui. Voilà, donc pour nous, je ne connais pas de maison d'édition, par exemple, Rifen. Il y a des maisons d'édition à Oujda ou à Berkane, mais elles ne sont pas spécifiques ou Mais spécialement. il y a des auteurs originaires du Rif, Oui, Rifin, comme oui, il y a il des y en a, il auteurs y en a. kabyles. Il y en a, mais je crois que la production, ils ne sont pas énormément d'encouragement. Il y a plusieurs. J'essaie de. Et en Pays-Bas, il y a pas des témoignages des gens, des personnes issues de la communauté qui écrivent sur leur parcours, sur leur histoire de vie. Surtout sur ça, mais aussi sur des thèmes de littérature universelle, d'un point de vue amazigh, rifin, comme le feu Chacha. Chacha était très important, et elle a produit pas mal de choses. Il y a, à qui dois-je penser si je dis poésie? Il y a aussi Mimoun Sahraoui, par exemple, qui écrit avec un style très avancé, si vous voulez, même élitaire. Mais ce qu'il y a, parfois, je constate un divorce entre quelques écrivains qui veulent
forcer, si vous voulez, leur produit qui est excellent dans leurs yeux et qui est bien, je ne sais pas, qui est très bien fait, mais qui veulent le forcer sur un auditeur ou comment dire, lecteur, les lecteurs qui ne sont pas qui ne sont pas suffisamment avancés ou lettrés, qui ne peuvent même pas lire la masure. Comment vous voulez qu'ils. Ils écrivent en tamazight. Oui, oui, je parle seulement de Et gens qui. D'accord, mais moi, quand je parle de l'écriture, c'est dans toutes les langues. Ça peut être en Ah, d'accord. néerlandais, en français, en tamazight, en Ah, arabe. d'accord. Il y a, bon, on a, ça reste très, très limité. Par exemple, Mohamed Ben Zakour vient de publier, il y a un an déjà, un an et demi, un livre qui a été un succès sur les proverbes du Rif. Il est parti dans le Rif et il a rassemblé. Lui, il est plutôt néerlandais, donc c'est le cas d'un amazir néerlandais, amazir européen. Euh, je pense uniquement à lui. Il y a Abdelkader Ben Ali, mais je pense, ce qu'Abdelkader Ben Ali écrit, lui aussi, il a écrit sur son origine, euh, Les noces de mer ou quelque chose comme ça. C'est un livre il y a quelques 20 ans, je pense. Il y a pas, ce qu'on a. Il y a Aziz Aynan, lui aussi qui parle de son origine, qui écrit en néerlandais. Les trois là, ils écrivent tous en néerlandais. Je pense, parce que vous voyez, Très je bien, très risque bien. d'oublier quelques gens. Oui. Oui. Bon, ça nous donne une idée voilà, je dirais, de la vitalité ou Oui. de l'édition, du rôle des acteurs culturels. Ce qui est quand même important aujourd'hui, même si c'est vrai que faute de moyens, de reconnaissance politique, c'est toujours difficile de Oui. porter la culture parce que en vérité, la culture, ses moyens viennent du politique. Voilà, sans moyens financiers, Oui. sans subvention, c'est très difficile pour qu'une culture se vivent pleinement, y compris ici en Europe, en France, c'est l'État qui subventionne la culture. Et donc, si l'État ne subventionne pas la culture, bien sûr, il y a également des mécènes. Euh, Oui. et ce sont des traditions. Voilà. Très bien. Tout cela est très riche. Ça nous a permis de comprendre. Hein. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Il y a encore des questions à soulever, des réponses à apporter. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est vraiment de comprendre le monde d'Amazir dans sa complexité, dans sa diversité, sa richesse, parce que qu'on le veuille ou pas, ben, c'est un monde qui est là, qui est vivant, euh, en dépit des problèmes, des difficultés, des obstacles. C'est un monde important, hein, considérable à tous égards, et par conséquent, même notre rôle à nous, c'est de le faire connaître parce que nous sommes issus de ce monde. Nous sommes des Amazirs et on ne peut pas nous le reprocher, quand bien même pendant très longtemps on nous l'interdisait. Tu l'as dit toi-même dans un des moments de ton expression, tu as dit combien de fois on nous contestait notre identité d'Amazir et qu'on voulait toujours nous couvrir d'une autre identité. Voilà, alors que bon, les Amazirs, ils ne contestent à aucun autre sa propre identité. Alors pourquoi doit-on contester la nôtre? Donc je disais, voilà, il y a un monde, une richesse, et puis il y a un mouvement, il y a des mouvements, qu'on le veuille ou pas, et une double nécessité pour nous de comprendre, d'agir, de contribuer, de participer, et puis également, j'ai utilisé le mot comprendre ce qui se passe. Oui. Oui. De comprendre. Normalement, ça doit être aussi l'affaire, pas que des services secrets, que des services de police. Et ça, c'est leur métier, hein, d'essayer de voir ce qui se passe dans tous, hein, dans les pays et le monde. Mais c'est aussi le fait des universitaires, de la recherche. Et de ce point de vue, ben, il y a un manque de connaissance du monde amazir. Et ça, c'est quand même un problème. J'espère que dans les années à venir, des solutions seront trouvées, que des postes seront créés pour que
des chercheurs se penchent sur ce monde. Je te laisse le mot de la fin. Alors, on n'a pas posé la question, est-ce que sur la recherche, justement, il y a encore des chercheurs sur le monde de Amazigh en Pays-Bas? Bon, au niveau académique, il y a quelques chercheurs qui ont tous soutenu des thèses sur la langue, pas sur la culture. C'est un peu curieux. Il n'y a pas suffisamment, non, je ne crois pas. Il faut que je signale qu'il y a énormément de chercheurs sur la question de l'islam. Oui, oui. Parce que ça, bon, vous comprenez, parce que le niveau géostratégique, etc., il y a beaucoup d'argent à gagner là aussi. Tous les pays concourent pour parler de l'islam, mais pour parler de la culture amazigh, je crois que c'est une question, Mustapha, des gens eux-mêmes. Et il faut... On aura une discussion à ce sujet. Ouais. Je pense que c'est un point important dans la façon dont les choses sont expliquées. Voilà. Je te laisse le mot de la fin. Merci, ça a été vraiment un plaisir. Ce que je voudrais bien signaler, c'est que pour moi, ce n'est pas une question de connaissance. La connaissance est importante, mais c'est une question d'engagement, d'écouter et de se parler. Vraiment, ce n'est pas, je ne sais pas de reproduire une formule cliché, mais c'est très important de sentir cet engagement. Lorsqu'on a commencé une question, il y aura une réponse, il y aura une contre-réponse, il y aura quelqu'un qui va ajouter quelque chose. Dans cet exercice lui-même se produit une connaissance qui est beaucoup plus forte que la connaissance que nous apprenons à l'université, qui est bien figé, qui est bien défini. Il faut apprendre ça et ça et ça en première année, ça et ça en deuxième année, en troisième année. Je veux bien, je veux bien souligner ce point-là pour dire que nous avons énormément besoin d'institutions, soit virtuelles, physiques, ce que vous voulez, qui peuvent nous garantir cette continuité pour qu'on puisse se parler entre Amazirs. Il y a énormément de choses que je voudrais dire, mais pour l'instant, je remercie les locuteurs. J'espère qu'ils ont été patients et qu'ils ont suivi la majorité de notre discussion et de la petite conférence. Voilà, pour le reste, j'aimerais bien encore une fois parler de ces thèmes où on est là, tant qu'on est vivant, on est là. Oui, Merci. oui, il y aura d'autres occasions. Maintenant, nous avons également appris à travailler avec ces outils. Voilà, on a fait l'effort de se les approprier et il faut s'en servir. Merci Abdelrahman pour ta conférence et pour tous les éclairages, les connaissances que tu nous as apportées sur ce monde des rifins des Pays-Bas. Et à bientôt. Merci, à Merci. bientôt, à vous aussi. Au revoir. Au revoir.